Pont-Neuf, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre. Invité de Pont-Neuf ce matin, Alberto Toscano, pour un livre qui s'appelle Ti amo Francia, de Léonard de Vinci à Pierre Cardin, ces Italiens qui ont fait la France. Livre paru aux éditions Armand Collin. Alberto Toscano, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste italien, essayiste aussi. Vous avez de nombreux livres à votre palmarès, dont un ouvrage dont on avait beaucoup parlé au moment de sa parution sur le cycliste Gino Bartali. Vous avez décidé dans cet ouvrage de rendre hommage à toutes ces figures d'Italiens qui ont émigré en France. En fait, le flot ou le flux ne s'est jamais arrêté, et vous remontez très haut puisque vous remontez à Léonard de Vinci. Est-ce que Léonard de Vinci n'appartient pas au patrimoine mondial davantage qu'au patrimoine italien? Ah oui, sans aucun doute. Léonard de Vinci est un personnage extraordinaire. Il appartient au patrimoine italien, au patrimoine français, parce qu'il a passé en France les 2 dernières années, 2 et demi de sa vie. Et naturellement, il est un génie mondial. D'ailleurs, il est reconnu comme tel dans le monde entier. Il y a des références culturelles et scientifiques à ce personnage extraordinaire qui d'ailleurs a connu une vie pas toujours simple. Il était fils naturel à une époque où les fils naturels n'étaient pas reconnus et par leur père, et ils se trouvaient en grave difficulté dans leur vie. Surtout, ils n'accédaient pas normalement à l'éducation, à la culture, et lui a pu être d'un côté un autodidacte, de l'autre côté, il a eu la chance extraordinaire que son père l'a placé. Son père était un notaire de Florence, sa mère une paysanne. Son père l'a placé dans un atelier d'art. Et dans cet atelier d'art, il y avait des personnages extraordinaires, il Perugino et bien d'autres, et dont il a eu l'opportunité d'apprendre, d'exprimer tout ce qu'il avait à l'intérieur de sa tête, de cette extraordinaire capacité de peindre, mais aussi de s'exprimer à travers l'art. Alors, Léonard de Vinci est une des nombreuses figures que vous illustrez dans ce livre. Ce livre, dites-vous, que vous avez écrit dans votre français à la saveur de Gorgonzola. J'espère que vous aimez le Gorgonzola. Absolument, absolument. C'est vrai qu'on peut dire que vous êtes le plus parisien des Italiens et le plus italien des Parisiens. Ah, ça, je sais pas. De toute façon, je me sens bien à la fois à Paris et en Italie. Ça, je peux le dire. Alors, entre autres parcours, vous rapportez notamment que ce sont les Italiens qui ont introduit les glaces en France. Ah, ça, c'est indiscutable, je crois, dans le sens que la glace a été amenée en Italie par Marco Polo, autre personnage extraordinaire, qui n'a jamais été en France, mais dont le livre hyper célèbre, Il Milione en italien, le livre des merveilles en français, a été écrit en langue française, parce qu'il a été dicté pendant sa prisonnière à Rustichello da Pisa, et lequel avait participé à la croisade avec le français. Il a écrit ce livre en français ancien. Donc, Marco Polo rentre en Italie et il amène le savoir-faire de la glace que les Chinois connaissaient. La glace, en effet, c'est mélanger du lait avec de la neige et des saveurs de fruits et d'autres choses. Et donc, ce mélange magique a eu un certain succès, même un grand succès dans l'Italie de la Renaissance, et il a été importé en France par Catherine de Médicis. Et le canard à l'orange aussi, c'est Catherine de Médicis? Forcément, où est-ce que vous avez vu des orangers en France, à part à Paris et dans certains endroits où il était cultivé dans un milieu fermé, et les fleurs d'oranger étaient utilisées pour donner un certain de bons parfums à l'air. Mais sinon, des plantaisons
d'orangers pour avoir des oranges sur le sol français, moi je ne connais pas aujourd'hui. Certainement il n'y en avait pas pendant la Renaissance, quand Catherine Médicis a importé en France cette recette sicilienne. La Sicile, le plein d'orangers, et donc cette recette sicilienne du canard à l'orange. Vous avez rencontré Alberto Toscano beaucoup de monde, dont Giorgio Armani, Robert Badinter, Serge Klarsfeld, on en parlera tout à l'heure. Parmi les figures, il y a aussi Émile Zola dans la liste. Ça surprendra peut-être ceux qui ne savaient pas que l'auteur du J'accuse, qui est un des personnages clés de l'affaire Dreyfus, est d'origine italienne. Son Exactement. père est vénitien. Son père est vénitien et encore aujourd'hui, on peut visiter tout près de Aix-en-Provence le barrage qui a été réalisé par le père d'Émile Zola. Émile Zola né à Paris, à la rue Saint-Joseph, dans le quartier des journaux, le quartier de la presse. On l'appelait la République du Croissant parce que la rue du Croissant était plein de rédactions et imprimeries. Et il naît donc à Paris, mais son père va avec sa famille à Aix-en-Provence. Émile Zola fait une partie de ses études à Aix-en-Provence où ses copains se moquent de lui à cause de son origine italienne. C'est dire si déjà à l'époque, on est à la moitié du 19e siècle, il y a cette attitude d'un certain mépris pour l'étranger. À l'époque, l'étranger, c'était un Italien. L'immigré, c'était un Italien. Et donc, Émile Zola vit mal cette situation. D'ailleurs, c'était un immigré particulier parce que son père était un ingénieur et un personnage absolument génial qui a réalisé des chemins de fer et des barrages. Et je disais, le barrage réalisé par le père d'Émile Zola à Aix-en-Provence, près d'Aix-en-Provence, a été très utile aux habitants de cette ville parce qu'il a, pendant des dizaines d'années, amené l'eau potable à Aix-en-Provence. Il y a un chapitre qui est vraiment passionnant, qui s'appelle « Sauver les Juifs » et vous dites la chose suivante, et vous l'illustrez, il est possible de faire le bien même si on se trouve du mauvais côté, et vous citez des exemples où les Italiens vont éviter les persécutions antisémites qui sont réclamées par les Allemands. Exactement. Si vous allez aujourd'hui au musée de la résistance et de la déportation de Grenoble, vous pouvez lire une lettre bien affichée. J'imagine que l'exemplaire affiché est une copie, mais enfin la lettre existe vraiment, du général Maurizio Lazzaro Castiglioni, qui arrive à Grenoble en novembre 42 comme occupant. C'était le chef des troupes militaires d'occupation. Et comme première chose, il écrit une lettre au préfet vichiste de l'Isère, dont en français, et lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu arrêtes de persécuter les Juifs. Un Juif peut être évidemment arrêté pour une histoire de droit commun, pour un fait de droit commun. S'il vole, il sera arrêté. Mais moi, le patron, l'occupant, je t'interdis de permettre la déportation de ce Juif. Je t'interdis de les livrer aux Allemands. Or, comme vous savez mieux que moi, le système vichiste était basé en partie sur la déportation de Juifs qui étaient livrés aux Allemands, la rafle du Veldiv et tout ça. Donc, qui a été effectuée par des Français. Il y a même une lettre d'un juif réfugié à Grenoble qui écrit ceci: je suis à Grenoble parce qu'à Lyon ce sont les Allemands qui sont là et on ne sait pas ce qui peut nous arriver, tandis qu'ici ce sont les Italiens qui règnent et sont vraiment très chics avec nous. Et il ajoute: tu m'écris que tu voudrais venir ici, je te crois, car ici, c'est la vraie Palestine. Voilà. Est-ce qu'il n'exagère pas un peu quand même? Il exagère un peu. Surtout, la vraie Palestine ne dure que 10 mois. Dans le sens que, alors, il faut situer ça dans le contexte. Début novembre, le 8 novembre 42, les Anglo-Américaines débarquent en Algérie et au Maroc. À partir de ce moment, Hitler décide qu'il n'y aura plus la zone libre, dite libre, de la France, et
toute la France sera occupée. Et donc, la partie à l'est du Rhône sera occupée par les Italiens. Le sud-est de la France est occupé par les Italiens, y compris Nice, mais pas Marseille. Et donc, cette partie occupée par les Italiens va arriver tout de suite. Le 12 novembre 42, ces troupes italiennes d'occupation qui, aux surprises, à la place, et pourtant en Italie, il y avait les lois raciales qui étaient en vigueur. Mais là, c'était les militaires italiens, c'était des personnes qui connaissaient la situation de répression, d'élimination, d'extermination des Juifs de la part des Allemands, et ils ont tout fait pour empêcher que les Juifs soient livrés aux Allemands, même contre les Français de Vichy. Et à ce point-là, une polémique s'ouvre entre occupants militaires italiens d'un côté et Français vichistes et Allemands de l'autre. Mais pendant cette période, il y a des milliers, probablement des dizaines de milliers de Juifs, y compris Robert Badinter, qui était à l'époque un adolescent, sa mère et son frère, qui arrivent en zone italienne. Badinter va près de Chambéry, dans un village près de Chambéry, en Savoie, et d'autres, Simone Veil, alors, il y a déjà là, à Nice. À Nice, Simone Veil aussi, et puis Serge Klarsfeld. Il y a le témoignage de Robert Badinter. Il avait 12 ans, il était lycéen à Chambéry, et il affirme que dans cette ville, il n'y avait aucune tension entre la population et les autorités italiennes. Exactement. Robert Badinter, auquel je rends hommage une fois de plus, parce qu'il a eu la gentillesse de me dire toutes ces choses, de m'inviter chez lui pour répondre à mes questions. Robert Badinter, je disais, a gardé un sens de gratitude vis-à-vis de ces Italiens. Et il a dit clairement que la situation des Juifs était meilleure paradoxalement sous occupation italienne que dans la France de Vichy. Et d'ailleurs, aujourd'hui, à Saint-Martin-Vésubie, on peut voir il y a une plaque qui atteste des nombreux sauvetages dans ce sens. Il y a aussi le témoignage dans le même sens que vous avez recueilli auprès de Serge Klarsfeld, qui vous dit ceci: les miliciens italiens ont protégé les Juifs. Aucun Juif n'a été livré aux Allemands par les Italiens. Je me permets de préciser une chose. Je voudrais bien avoir eu l'opportunité de parler directement à Serge Klarsfeld. Ces phrases sont dans un livre qu'il a écrit sur cette période. Mais effectivement, je pense que le témoignage de Serge Klarsfeld est absolument extraordinaire et indispensable dans une étude comme celle-ci. Je crois que ces militaires italiens, dans une période difficile et en se trouvant du mauvais côté, parce que l'Italie était alliée de l'Allemagne, ont eu le courage de participer à créer une France nouvelle. Et dans ce sens, je veux le citer dans un chapitre, dans un livre sur les Italiens qui ont fait la France. Ceci dit, je crois que il est important aussi de dire que dans la zone d'occupation italienne, des synagogues étaient ouvertes, libres. Mais les organisations d'entraide juives marchaient normalement. Elle était protégée par les occupants militaires italiens à Nice, en Savoie, à Grenoble. Et donc, il y avait une situation... Et évidemment, je ne vais pas dire que ces occupants étaient des anges. Oui, d'autant que mon cher Alberto, d'autant que en Italie même, il y a eu des déportations. Tout le monde a lu le livre de Bassano sur les Finzi Contini, qui a été porté au cinéma. Mais enfin, il y a eu des déportations. Mais comment vous expliquez alors ce paradoxe? Donc, tout d'abord, et il faut préciser les dates. L'Italie, alors, cette occupation militaire italienne d'une partie de la France, de 10 départements de la France, dure du 10-11 novembre 42 au 8 septembre 43. Mussolini est renversé le 25 juillet 43.
le nouveau gouvernement Badoglio, fidèle du roi, reste allié des Allemands jusqu'au 8 septembre 43. Le 8 septembre 43, l'Italie signe l'armistice avec les Alliés et elle est immédiatement occupée du nord au sud par les Allemands. Alors, il y a un nouveau régime fasciste qui est installé au pouvoir par les Allemands. Ce régime fasciste est parfaitement collaborationniste dans les déportations. Donc, les déportations en Italie commencent en septembre 43. Et la rafle catastrophique et horrible du ghetto de Rome est réalisée par les Allemands le 16 octobre 43. Là, on est cette période, ces 10 mois d'occupation italienne d'une partie de la France se situe entre le novembre 42 et le 8 septembre 43. Le 8 septembre 43, les Allemands désarment les Italiens qui se trouvent en France. Une partie de ces Italiens acceptera de combattre avec les Allemands. Une partie sera envoyée dans des camps de travail en France et en Allemagne. Et une partie de ces militaires italiens entrera dans la résistance française. On revient donc à ces grands Italiens qui ont fait la France. Dans le domaine de la musique et du cinéma, il y a Dalida, la Calabrese, il y a Yves Montand, il y a Reggiani, il y a Lino Ventura, il y a Michel Colucci, dit Coluche. Tout cela se revendique comme italien? Colucci acceptait son origine italienne. Il était fils d'un Italien mort qu'il était un bébé, hein, et il a été élevé par sa mère. Colucci était un esprit qui volait haut, et le côté de la nationalité pour lui n'était pas essentiel. Il avait des valeurs qu'il a voulu exprimer d'une autre façon. C'était certainement pas nationaliste ou particulièrement sensible à cet élément. Ceci dit, il était sans aucun doute fils d'un Italien qui n'a jamais été naturalisé français, et dont j'ai voulu parler de lui parce que si les Français savent parfaitement que Lino Ventura était italien, d'origine italienne, ensuite naturalisé, que évidemment Yves Montand, Yves Olivi était d'origine italienne, d'une famille naturalisée française, ils savent généralement pas que Coluche était fils d'un Italien. Donc j'ai voulu le dire aussi parce que j'aime beaucoup ce personnage. Il y a évidemment aussi, ça s'est imposé, Michel Platini. Vous avez même hésité à le mettre en titre de Léonard de Vinci à Michel Platini. Ça aurait fait. Vous avez préféré Pierre Cardin? Si. Honnêtement, ça, je voudrais pas être désagréable ou désobligeant pour Michel Platini, mais cette allusion au sport dans le sous-titre, c'est pas une question de Platini ou non. En plus, il est originaire de ma même province du Piémont, dont tout le respect pour lui, énorme, immense footballeur, mais ça aurait donné l'impression que c'était un livre sur le sport. Et donc, déjà une fois, j'écris mon premier livre en France s'appelait France-Italie, coup de tête, coup de cœur. Il est sorti oui. Après l'épisode de Zinedine Zidane, et oui. Tout le monde a cru que c'était un livre sur le football. Il y avait un épisode de football, mais le livre n'avait rien à voir avec le football. Donc oui, je voulais pas courir le même risque. Très bel hommage pour finir à Max Gallo, que j'ai beaucoup aimé personnellement. C'est un hommage très touchant, et tous ceux qui l'ont connu trouveront cet hommage tout à fait justifié, parce que c'était un grand monsieur. Un grand monsieur, oui. Et quand j'ai eu la chance... Qui aidait beaucoup les jeunes journalistes. Qui aidait beaucoup les jeunes journalistes. Une fois, il m'a dit une phrase qui m'a toujours touché, que j'ai pas mis dans le livre, mais là, on est vous et moi, je peux le dire dans une oreille. Il m'a dit, Alberto, quelquefois, je pense que tu es pour moi comme un frère. Et donc, c'était une personne que j'ai admirée énormément. Et j'ai voulu lui rendre hommage. D'ailleurs, nos opinions n'étaient pas toujours les mêmes, notamment sur l'Europe, sur l'intégration européenne. Mais j'ai passé quelques années à aller toutes les semaines avec lui à ses côtés,
à une émission radio, et ça a été une très belle expérience qui m'a marqué, qui m'a Et vous vous retrouviez après au café avant, on se retrouvait avant au café à côté de la maison de la radio. Malheureusement, la radio n'était pas celle-ci, mais mais il aurait été ici s'il était encore vivant. Il sera peut-être là avec nous s'il avait été encore parmi nous. Alors, nous terminons sur le questionnaire Pont-Neuf. Le questionnaire Pont-Neuf, alors vous avez des réponses plus courtes, mais vous pouvez quand même commenter. Vous découvrez le questionnaire en temps réel. Alberto Toscano, êtes-vous Tolstoï ou êtes-vous Dostoïevski? J'ai à côté Tolstoï. J'ai à côté Tolstoï. Mais j'ai aussi à côté Dostoïevski. Comment est-ce que je peux répondre? Bien, alors la suivante, vous allez être plus à l'aise, on devine même votre choix. Êtes-vous Soutine ou êtes-vous Modigliani? Modigliani. Oui, il y a d'ailleurs un passage très long sur Modigliani et sur cette période française, sur cette histoire tragique de sa fin et surtout de la fin de sa compagne. De sa compagne, oui. Et cette plaque au Père-Lachaise, avec une chose quand même qui m'a toujours laissé perplexe de cette plaque au Père-Lachaise qui dit qu'elle a aimé Modigliani jusqu'à l'extrême sacrifice. Or, une femme qui se suicide enceinte de 9 mois en se lançant dans le vide, on peut dire que c'était beaucoup d'amour, mais en même temps, c'était de la folie. C'était une situation psychique tragique, mais c'est pas l'extrême sacrifice, c'est l'extrême tragédie. Êtes-vous Ben Gourion ou êtes-vous Jabotinsky? Ben Gourion. Là, sans doute. Sans aucun doute. Êtes-vous Rachi ou êtes-vous Maïmonide? Et là encore, il y a des côtés des deux. Rachi. Rachi. Aussi parce que je suis venu tellement de fois vous voir. D'abord parce qu'il était d'abord parce qu'il était champenois et qu'il fabriquait du vin. Voilà. Et que vous êtes un grand amateur de vin. Êtes-vous Platini ou êtes-vous Kylian Mbappé? Sur le sport, sans doute Platini. Alors, Kylian Mbappé n'a pas eu un destin qui le met à d'autres responsabilités que Platini a eu et qui ont provoqué quelques polémiques. Donc, quand Kylian Mbappé aura l'âge et l'expérience de Platini, s'il aura la possibilité, la capacité de se situer et de s'asseoir sur le même fauteuil où Platini s'est assis, chose dont je suis pas sûr, parce que pour être un grand personnage, il ne suffit pas être un grand footballeur. Vous choisissez l'expérience contre la jeunesse. Oui, mais Platini a été un génie du football. Et Platini a été sincèrement plus que Mbappé, avec tout le respect pour Mbappé. Êtes-vous Facebook ou êtes-vous Twitter? Facebook. Il y a des côtés de Twitter, parce que Twitter a signifié quelque chose dans cette manie d'être utilisé pour lancer des messages qui, étant forcément réduits à l'hyper-essentiel, ont été souvent un véhicule de fake news. Merci Alberto Toscano, c'était Pont-Neuf, le magazine hebdomadaire. Oui, je vous en prie. Morel, je me débrouille mieux avec Platini qu'avec Maïmonide.
Vous allez m'excuser. Oui, ça. Maïmonide a été beaucoup de choses. Il a été beaucoup de choses. Il a été législateur, il a été chef de communauté, il a été proche du pouvoir, il a été il a été médecin, très grand médecin. Il a été philosophe, mais il n'a jamais été footballeur. Jamais à la Juventus, en plus. Merci Alberto Toscano. Ti amo Francia de Léonard de Vinci à Pierre Cardin. Ces Italiens qui ont fait la France. C'est un livre paru aux éditions Armand Collin. C'était Pont-Neuf, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre. À la semaine prochaine.